Pikwakaminuts, les êtres vivants du lac peu profond. Depuis des temps immémoriaux, nous habitons le pays du Pikwakami. Permettez-moi de vous raconter cette histoire, notre histoire, celle des Pikwakaminuts vue à travers les yeux des Inuits. Depuis plusieurs lunes, voire même plusieurs générations, Tutanishkotapeminuts, c'est-à-dire nos ancêtres, ont parcouru ce vaste territoire, Titsino. Ce territoire sans frontières et sans barrières va de la tête des eaux des grandes rivières du nord jusqu'au lieu de nos rassemblements au sud, soit à Tadoussac et Kaofstegoyats. C'est un territoire très montagneux qui est constitué principalement de conifères au nord et de feuillus au sud. Cette forêt est notre maison et notre garde-manger. Notre vie est alors fort simple. Il s'agit de vivre grâce aux ressources du territoire. C'est la liberté de mouvement et l'interdépendance avec le milieu de vie. L'entraide est la clé pour nous, car cette vie ne tient bien souvent qu'à un fil. Heureusement, les liens tissés avec les autres familles nous permettent d'affronter les durs mois d'hiver. Aider son voisin est alors primordial. Les chefs de famille s'assurent également de bien nous répartir sur le territoire pour ne pas surexploiter les ressources. Nous pratiquons alors une forme de nomadisme qui tient compte des saisons et de la recherche de gibier. Pendant l'été, nous vivons regroupés en plusieurs familles à l'embouchure des principales rivières et de grands cours d'eau. On nous appelle les Kakouchaks. À l'automne, nos familles remontent les rivières et se dispersent à l'intérieur de leur territoire de chasse jusqu'au printemps. Ce cycle saisonnier est perpétuel. Les territoires occupés par une famille sont sensiblement les mêmes d'une année à l'autre. Pendant l'été, nous pouvons aussi rencontrer et côtoyer d'autres groupes venus de d'autres régions, des Inuits ou des gens provenant d'autres nations. Les lieux de rassemblement sont donc des lieux d'échange entre nos familles. Puis surviennent les premiers contacts avec les Européens. Ces rencontres ont dû être des événements étonnants de part et d'autre, vu la différence de vêtements, de coutumes et surtout de langue. Cela ne nous a pas empêchés de conclure un traité d'alliance et d'amitié avec les Français, ainsi qu'avec les Algonquins et les Etchemins, lors d'une rencontre avec Champlain à la Pointe aux Alouettes. Nous avons recueilli les nouveaux arrivants européens. Nous leur avons permis d'utiliser les ressources du territoire avec nous. Nous les avons aidés à s'installer et à survivre pendant l'hiver. Nous leur avons montré comment se déplacer, comment chasser et pêcher, pour se nourrir et aussi comment se soigner. Pour nous, Inuits, il en a toujours été ainsi, partager et aider les autres. Les Européens ont apporté des outils et d'autres biens facilitant notre vie, en échange d'une des grandes richesses de notre territoire, les fourrures de castor. Ces fourrures étaient très convoitées par les nouveaux venus, alors nous avons accentué nos pratiques de piégeage. Cette pression exercée sur la chasse a toutefois créé un déséquilibre dans notre environnement, causant une rareté de certaines espèces comme le castor. Nous avons appris de cette mauvaise expérience et tenté de mieux nous répartir sur le territoire en ne prenant que ce qu'il nous faut pour vivre. Les marchands européens ont profité de nos lieux de rassemblement pour développer le commerce des fourrures. Des comptoirs de traite se sont établis sur les sites des rassemblements estivaux. Cependant, l'établissement des premiers Européens dans la vallée du Saint-Laurent entraîne des changements significatifs dans notre mode de vie. C'est d'abord l'étendue de notre territoire qui diminue avec ce début de colonisation. La perte de certains habitats et la diminution du gibier nous forcent à nous éloigner de la grande région de Québec pour nous replier vers l'intérieur des territoires. Difficile de dire combien nous sommes. Certains missionnaires et agents de postes de traite tentent d'évaluer notre nombre et de procéder à des recensements, mais les familles ne reviennent pas toujours au même endroit chaque année. Et le territoire est si vaste et si peu connu par eux. À cette époque, ils nous donnent différents noms selon notre secteur d'occupation, ou le nom du poste de traite que nous fréquentons. Les Tadoussaciens, Chicoutimiens, Péguacamiens, les Goubouistes. Pendant les premières décennies du 17e siècle, nos ancêtres sont parvenus à empêcher toute intrusion dans la région.
c'est une chasse gardée qui est cependant compromise par les épidémies et les famines qui nous frappent au fil des ans. C'est d'ailleurs ce qui permet au père Jean Dequin de venir faire une première visite dans la région avec des guides Inuits en 1647. Seulement nous, Inuits, avons le droit de faire la récolte et le commerce des fourrures dans ce vaste territoire appelé traite de Tadoussac au domaine des postes du roi. Notre mode de vie devient plus dépendant des postes de traite, mais il n'est pas bouleversé pour autant. Nous continuons d'occuper notre territoire et d'en utiliser les ressources, même si la subsistance se concentre de plus en plus dans les activités de piégeage. Les abris en Écosse sont ainsi progressivement remplacés par la toile de coton. Nos femmes développent d'ailleurs leur propre style de tente, soit la tente ronde. La recherche de forêts à exploiter et de nouvelles terres à coloniser attire les colons au Saguenay. Le gouvernement envoie d'abord des explorateurs et des arpenteurs pour évaluer l'étendue des forêts exploitables et des terres agricoles. Nous servons de guides, de rameurs et de porteurs. C'est nous qui rendons ces voyages possibles. Parfois, dans les rapports d'exploration, on reconnaît les noms des Inuits et les noms de lieux en langue Innu. Par exemple, parmi les guides Inuits plus connus, il y a Prosper Clairé avec l'arpenteur John Bignell, le géologue Albert Lowe et l'explorateur William Cabot. Il y a aussi de nombreux autres guides Inuits, dont on ne connaîtra jamais les noms, sauf parfois les prénoms comme Benjamin, Charlie, Raphaël, etc. Les premières exploitations forestières commencent au Saguenay, dans les années 1830, puis au lac Saint-Jean, vers 1850. Quand nos plus belles forêts de pins blancs et rouges utilisées pour les mâts de bateaux furent décimées, les exploitants comme William Price se sont tournés vers les plus gros arbres qui restaient. Nos rivières et nos lacs qui servent alors pour le flottage du bois se détériorent rapidement. La navigation devient subtilement difficile et dangereuse. Nos autoroutes sont maintenant très risquées pour le déplacement de nos familles. La colonisation débute et les impacts ne tardent pas à se faire sentir. Voyant les terres agricoles se défricher, des villages se développer, nous repoussant de plusieurs sites familiers à l'embouchure des rivières et le long des cours d'eau. Vers le milieu du 19e siècle, nos ancêtres vivent une période de grande détresse, tant pour leur santé que pour leur mode de vie. Devant autant d'incertitudes face à notre avenir, nous envoyons 3 de nos chefs, Thomas Messitois Pemshkan, Joseph Kaknokos et Basil Chenapen, accompagnés de Peter McLeod, pour déposer une pétition en main propre au gouverneur général. Nous y dénonçons la perte des ressources et de notre territoire. Nous demandons qu'on nous réserve des terres, une à l'embouchure de la rivière Péribonka et une à l'entrée des 2 décharges. Notre pétition contient 106 signatures. Le gouvernement décide finalement de nous réserver des terres. Au départ, il met à part 2 secteurs au lac Saint-Jean. Un à l'embouchure de la rivière Métabetchouan et l'autre près de la rivière Péribonka, que nous échangeons en 1856 pour des terres situées dans les limites du canton Ouiachtouan. Malgré la création de la réserve de Pointe-Bleue, que nous renommerons plus tard M'Ch'tioyats, la grande majorité d'entre nous n'y résidons que pendant l'été. Le reste de l'année, nos familles continuent de le passer dans nos territoires traditionnels. L'anthropologue Speck a d'ailleurs publié un article sur les Pegogominuts où apparaît une carte montrant la répartition et l'occupation du territoire par nos familles. Vers la fin du 19e siècle, on assiste à une expansion importante de la présence des colons sur une grande étendue de notre territoire traditionnel en raison, entre autres, des améliorations dans les transports et communications, construction du chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean, routes régionales et chemins forestiers qui s'enfoncent de plus en plus loin en territoire. Grâce à ces améliorations, certaines de nos familles décident de s'établir en marge des territoires de chasse, par exemple à Falardeau, Chicoutimi, Kiskissing ou au lac Chitogama. Ces familles veulent demeurer près de leur territoire pour des raisons d'accessibilité, mais aussi pour profiter des emplois saisonniers disponibles. À Kiskissing, par exemple, il y avait une douzaine de familles Inuits au temps de Speck.
La fin du 19e siècle est aussi l'époque du développement de nombreux clubs privés de chasse et pêche et de la création du parc des Laurentides. Comme c'est souvent le cas avec les concessions forestières, nos familles Inuits se retrouvent exclues par des barrières qui leur interdisent l'accès à ces territoires octroyés à des intérêts privés par le gouvernement. La présence d'un nombre de plus en plus grand de chasseurs et pêcheurs sportifs en forêt contribue également à la détérioration des ressources de notre territoire. Dans toute la région, la construction de barrages hydroélectriques et le rehaussement des eaux du lac Saint-Jean imposent des changements importants au régime naturel des cours d'eau que nous utilisons. Des dizaines de barrages sont construits sur des plus petits cours d'eau pour le flottage du bois et d'autres fins. D'une façon ou d'une autre, tous ces aménagements ont nui à notre occupation du territoire parce qu'ils ont détérioré la qualité du milieu naturel. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que vers 1942, un missionnaire oblat de Mashteuiatsh ait projeté la création de nouvelles réserves au lac Onistaggen pour accueillir les Pequawagami Inuits et ainsi les éloigner des mauvaises influences. Une hausse rapide de la valeur des peaux de castor entraîne une surexploitation et la quasi-disparition de l'espèce. La création des réserves à castor, Péribonka et Roberval en 1941-1951 vise à protéger les populations de castors qui sont un élément essentiel de notre alimentation et de notre économie. Nous seuls maintenant pouvons le chasser et le trapper. Avec tous les développements, la détérioration de notre territoire et le changement de notre mode de vie, la communauté devient de plus en plus notre lieu de résidence permanente. Pour mieux faire vivre leur famille, certains commencent à défricher la terre. D'autres chasseurs trouvent maintenant des emplois dans la communauté ou dans les environs. La plupart des familles Inuits se sont établies progressivement dans la réserve actuelle de Mashteuiatsh, alors que d'autres ont préféré rester dans les municipalités plus proches de leur territoire de chasse. Certains d'entre nous ont adopté un mode de vie alternant des périodes de travail et de vie en territoire. Tant que nos enfants n'ont pas atteint l'âge scolaire, ils nous accompagnent en territoire. Nous prenons soin des aînés et des personnes qui ne peuvent pas aller en territoire en leur rapportant du gibier récolté à leur intention. Malgré toutes ces épreuves, nous avons su garder le lien avec le Tsuut'ina. Ces territoires familiaux sont maintenant un héritage transmis de génération en génération, avec des histoires, des anecdotes et des récits sur ce qui s'est produit. Ces territoires de chasse, Ntohunsi, sont maintenant ce lien qui nous rapproche de cette vie d'autrefois, qui est de vivre en harmonie avec la nature et avec ceux qui nous entourent. L'adaptation de notre mode de vie à de nouveaux outils, instruments et moyens de transport pour la pratique des activités traditionnelles facilite l'accès et l'occupation du territoire. Les défis de notre communauté sont de préserver la richesse de notre patrimoine, tout en assurant la pérennité du territoire et de ses ressources pour le bénéfice des prochaines générations.